Bonsoir à tous et à chacun. C'est l'heure de suivre votre émission bi-hebdomadaire, le rendez-vous pour en savoir plus sur l'actualité. Pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir et de nous entretenir en même temps avec Monsieur Omeonga Onakudu Jean, professeur ordinaire département des relations internationales à l'université de Kinshasa, UNIKIN, spécialiste diplomatie, défense et sécurité et directeur du Centre de recherche des géopolitiques, géostratégie et développement durable, toujours à l'université de Kinshasa, UNIKIN. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Madame Adèle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et surtout, je suis très content pour la première fois de m'avoir reçu dans votre chaîne et j'apprécie beaucoup les décors. Voilà, sûr et certain que vous allez répondre à toutes les questions prévues pour ces numéros. J'espère et que je crois qu'on va se démener en tant que, ma qualité de professeur. L'actualité reste dominée chez vous par la grève des professeurs. Pourquoi la grève continue après avoir engagé des discussions avec l'État congolais? Bon, pour l'histoire des grèves de professeurs de l'université, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui et que plusieurs gouvernements ont toujours eu des difficultés à respecter ce qu'ils ont signé avec les professeurs de l'université, surtout précisément l'université de Kinshasa. C'est-à-dire que vous savez, le plus grand patriote et vraiment les gens qui sont qui ont le civisme dans leur cœur, ce sont les professeurs de l'université de Kinshasa, parce que nous donnons les cours d'enseignement dans des conditions très difficiles sociales et que malgré ça, nous formons des cadres qui sont compétents, parce que nous avons dans les marchés les gens qui ont fait des universités, mais qui sont quand même respectés, pas seulement ici à Kinshasa, même ailleurs en Afrique du Sud et même en Europe. Donc je pense qu'il s'agit tout simplement du respect d'engagement. Nous sommes quand même des gens respectueux. Moi j'ai terminé à Paris, mais quand je suis à Paris ou je suis à France, on me respecte à ma qualité de professeur et on croit que vraiment je suis très bien chez moi. Donc c'est ça ce qui est un problème. Si nous partons en grève maintenant, je crois que suite au manque d'engagement ou de respectabilité de ce qu'ils ont été signés. Bon, nous avons une association de professeurs d'université qui s'appelle la POUKIN et que les gens étaient en réunion et que par rapport à la restitution de notre président de la POUKIN, par rapport aux engagements, par rapport aux discussions, aux négociations avec le gouvernement, jusqu'à présent, il semble qu'il y a toujours des promesses qui ne sont pas respectées. Vous projetez quoi ou qu'est-ce que vous comptez faire encore exactement pour pouvoir inciter l'État congolais à pouvoir respecter sa parole, la parole relative au paiement des arriérés de vos salaires ou encore revoir à la baisse votre enveloppe salariale? Non, à la hausse plutôt. Voilà. Il n'y a pas seulement le salaire, il n'y a pas seulement l'enveloppe salariale. Bon, il y a d'autres conditions parce qu'on nous a dit les problèmes de déplacement, on a dit les problèmes de logement, les problèmes de conditions d'enseignement, les conditions des locaux. Tout ça, autant de problèmes qui ont été discutés et qui jusqu'à présent n'ont pas encore trouvé des solutions. Bon, effectivement, il y a eu toujours des promesses. Si nous arrivons à aller à la grève, ça suppose que nous avons beaucoup patienté, nous avons beaucoup attendu, parce que ce n'est pas maintenant, c'est depuis au moins l'année passée, depuis on attend toujours, mais pour l'instant, c'est que nous faisons ces gestes de grève, c'est justement pour comprendre, peut-être, on a toujours vu que les gouvernements ont toujours peut-être compris. L'option de la grève est une bonne option, oui, mais au moment où ça va répercuter sur le programme de cours. Oui, mais pourquoi pas procéder autrement? C'est pas que je dis, malheureusement, nous avons toujours pris en compte cette dimension, cette logique-là. Plusieurs fois, on dit non, nous ne portons pas à grève parce qu'il y avait une négociation. On nous a promis, on continue les cours, on continue les cours. Bon, maintenant, si on arrive que bon, bientôt, ça c'est la fin de l'année académique 2021, 2022, et qu'il n'y a rien de ce qui a été promis, c'est là dans ce sens que nous avons dit, il n'y a que le seul arme que nous avons, c'est dire que, bon, voilà, nous, dans ces conditions, on ne peut pas continuer à souffrir aujourd'hui, comme ça. admettons qu'aujourd'hui, l'État congolais arrive à décanter la situation. Mais vous avez exposé les étudiants parce que le programme de cours n'est pas respecté. Vous savez, ce n'est pas la première fois
on s'est toujours rattrapé. Il y a des modules. Nous avons toujours fait des modules. Si on voit que le gouvernement... Votre situation va trouver gain de cause. Et l'essor des étudiants, alors? Non, c'est ce que j'ai dit. Ça ne peut pas quand même faire une année blanche. On s'est toujours coupé à plusieurs morceaux. Si on voit que... Élasticité de Non, on ne peut pas l'élasticité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas d'année blanche. Je parle des gouvernements, de la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement doit comprendre qu'en face de nous, il y a des gens qui sont des responsables, qui ont des enfants, qui ont des maisons à payer, qui ont de la famille et qui forment les cadres de demain. Et que ces gens doivent être dans de bonnes conditions pour les former. Mais si nous sommes des gens responsables, on a fait beaucoup d'études. Et que si nous arrivons à agir ainsi, nous ne sommes pas des bêtes, nous ne sommes pas des politiciens. Nous savons très bien ce que nous agissons en gain de cause, à conséquence. Voilà. Donc si nous posons, comme vous dites, s'il y a une fois que les choses sont arrangées, nous allons nous organiser autour de notre association pour voir comment on peut se rattraper. Si on me dit, je peux me donner cours mais les dimanches, je peux donner des modules, je peux donner des cours à telle heure, si je vois que non, c'est que j'ai promis, c'est que le gouvernement m'a donné. Donc il n'y a pas toujours d'un élastique, mais sinon, voilà. Nous disons que au gouvernement, ce n'est pas la violence, nous ne sommes pas là pour faire la violence, on fait en fonction par rapport à la Constitution, par rapport à la loi. Nous, on n'a pas menacé personne. On a dit non. Dans ce cas, on arrête pour quelques jours. Le message est passé. Passons à autre chose. Que vous inspire la situation à l'est de la République démocratique du Congo RDC avec la prise de Bunagana, 1 mois déjà? Oui, cette situation, c'est regrettable que jusqu'à présent, une portion de notre terre se trouve encore aux mains des occupants. C'est vraiment regrettable et que, par l'occasion, je profite pour présenter les condoléances surtout aux familles qui sont approuvées et qui sont sous l'occupation parce que nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont en train de subir. Mais cette situation, comme je l'ai toujours dit plusieurs fois en tant que spécialiste, que ce sont des questions de défense et sécurité qui méritent d'être examinées avec froid et examinées vraiment sans complaisance. C'est pourquoi j'ai toujours appelé plusieurs fois à la création des comités scientifiques de défense, c'est-à-dire un comité qui doit réunir, si tu veux bien, les experts militaires, des professeurs de spécialité comme la défense et sécurité, pour examiner dans un laboratoire sans complaisance, parce que si on examine à la télévision, on ne peut pas dire tout, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire, des stratégies qu'on ne peut pas dire à la télévision. Mais dans un laboratoire, on peut dire tout. On met des bons côtés, ce que nous avons, des mauvais côtés, et on regarde ce qu'il faut faire. À ce propos, par exemple, j'ai toujours proposé, par exemple, vous savez, à l'Est, il y a 2 formes de guerre. À un moment donné, c'était la guerre asymétrique, c'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement identifier l'ennemi, on parle des terroristes, et maintenant, il y a une guerre qu'on appelle conventionnelle parce qu'il y a des ennemis en face. Donc, il y a plusieurs moyens employés là. Ce n'est pas les mêmes moyens qu'on peut employer dans la guerre conventionnelle qu'on peut utiliser dans la guerre asymétrique. Mais vous, en tant qu'internationaliste, qu'est-ce que la délégation de la République démocratique du Congo peut faire pour pouvoir gagner cette guerre diplomatique contre Kigali? Oui, mais dans cette histoire du comportement diplomatique de la RDC face à cette guerre-là, je l'ai toujours dit, effectivement, moi, toute ma formation, ce n'est pas une formation belliqueuse. Moi, j'ai toujours apprécié qu'on négocie, mais il faut négocier en position de force. Il faut négocier en position de force. Tant que Bunagana est aux mains des occupants, nous sommes dans une situation difficile parce que ces gens sont chez nous. Donc, nous négocions en force de défense, d'une manière défensive. Et c'est là qu'il faut toujours dire que, est-ce qu'il faut toujours utiliser la même forme de diplomatie ou faut-il maintenant regarder dans nos recherches en tant que des professeurs, les gens qui font des recherches jour au jour, s'il faut passer à une autre forme de diplomatie? Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que nous avons toujours vu que... Vous proposez comme quoi, par exemple? Oui, c'est ce que j'ai dit. La RDC a toujours eu jusqu'à présent des difficultés au sein des Nations Unies, au sein des organisations régionales, au sein des organisations sous-régionales, à convaincre notre interlocuteur pour au moins dénoncer ou dire que le Rwanda c'est un agresseur.
Là où nous partons toujours, on nous dit oui, d'accord, on nous envoie toujours à négocier. Or, c'est difficile à négocier avec un groupe rebelle. On voit cette fois-ci, mais heureusement qu'on a trouvé une occasion que bon, Kagame a dit que non, moi je représente ces gens-là, c'est bien, mais après 2 jours, Kagame dit non, je ne m'occupe pas de ça, les rebelles disent que ça ne nous concerne pas. C'est autant de choses qu'il faut procéder à une autre forme de diplomatie, telle que j'ai proposé, la diplomatie liquide ou le soft power. C'est-à-dire diplomatie liquide, c'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres acteurs non mandatés et qui font les affaires, et dès qu'ils arrivent à une solution probable, on revient sur les circuits normaux. Et deuxième chose, c'est-à-dire que nous devons faire un effort sans utiliser la violence, mais dans notre cadre. D'aucuns pensent que les chefs de l'État congolais devraient procéder de la sorte, interdire d'abord l'importation de nos minéraux et puis ériger une mur qui pourra nous séparer du Rwanda. Non, les murs, c'est comme... que tout soit tiré au clair. Oui, oui, non. Ça dit interdire d'abord strictement l'importation des minéraux. Non, ça dit que, vous savez, il faut, moi j'ai été plusieurs fois à Kigali, mais il faut voir comment les transactions frontalières, ces transactions frontalières, ce n'est pas seulement, même si nous sommes en fonction de guerre, ce n'est pas seulement le Rwanda qui profite, nous aussi nous avons des gens qui profitent de certaines choses du Rwanda. Et deuxième chose, il faut le dire aussi clairement que c'est historiquement et culturellement, nous avons beaucoup de brassages avec les gens qui vivent les frontières entre le Rwanda et le Congo. Nous avons fait une erreur, par exemple, quand j'étais aux affaires étrangères, de bloquer les Schengen, alors que nous, on voyait les institutions, les dignitaires, mais on n'a pas oublié que non, il y a des peuples congolais. C'est un secret pour personne. Le Rwanda est bel et bien soutenu par les États-Unis d'Amérique. Est-ce que la RDC ne peut pas tendre aussi la main à la Russie, par exemple, en vue de constituer une force et faire face au Rwanda, par exemple, parce que c'est derrière le Rwanda et les États-Unis. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut dire que vous parlez d'une diplomatie réaliste, mais dans ce genre de choses, il faut être très prudent. Très prudent, parce que vous avez dit bien que nous avons beaucoup de coopération avec les États-Unis. Le président est allé là-bas, mais maintenant nous sommes le Rwanda soutenu par les États-Unis. Mais c'est ça le grand problème. Pourquoi le Congo, qui a autant de déterminants géopolitiques très importants, ne peut pas avoir une diplomatie plus dynamique que celle du Rwanda? Parce que le Rwanda, c'est un petit pays qui n'a rien, mais il a un réseau diplomatique très fort. Comment on ne peut pas l'arracher les États-Unis et faire les États-Unis chez nous? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas aussi, les multinationales qui sont là-bas, et faire une diplomatie de terrain, une diplomatie de réseau? C'est un problème de manque de tactique. Ah, voilà, c'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'il faut-il aller toujours dans les diplomaties institutionnelles? Il faut aussi peut-être des diplomaties de réseau, où ça dépend aussi des animateurs de la diplomatie, parce que ça aussi ça dépend. La diplomatie, c'est une science et un art. Une science, on utilise les principes, un art, ça dépend maintenant des capacités, des aptitudes des gens qui vont aller négocier. Ça aussi c'est important. Et c'est pourquoi vous avez bien dit que non, les Rwandais, un tout petit pays, des États-Unis derrière, mais nous, un grand pays où nous avons tout. Comment on ne peut pas arriver à l'arracher des États-Unis? S'il faut à tout prix rompre les relations diplomatiques avec Kigali, ça sera pour quel prix? Non, je crois qu'on ne doit pas aller jusque tout de suite là. Personnellement, en tant que professeur de diplomatie, je crois que nous avons toujours dit qu'actuellement, nous avons un élément très important, parce que nous avons la mobilisation de tout un peuple derrière le chef de l'État. C'est-à-dire que le peuple congolais, en dehors des considérations politiques, ne veut pas qu'on parle d'un espace terre aller à Kigali. Et vous allez voir. Ça sera pour quel prix? Non, ça dit qu'il n'y aura pas. Moi, je ne prône pas pour ici qu'il y ait la relation diplomatique. Okay. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'il y a des controverses, on ne peut pas en discuter avec les gens qui disent non, il faut couper les relations diplomatiques. Mais moi, professeur Omeonga, internationaliste pour l'instant, on n'envisage pas à couper les relations diplomatiques parce que nous ne sommes pas encore en guerre très ouverte où il y a des affrontements pour voir qu'on coupe les relations diplomatiques. Pour l'instant, comme je peux donner comme conseil, on laisse les relations diplomatiques, mais il faut toujours chercher à négocier en étant dans une proposition de force. C'est-à-dire que tout en négociant, on force la capacité militaire, tout en négociant, on fait un effort d'évacuer
l'ennemi en dehors de notre territoire. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais ça dit que la République démocratique du Congo doit adopter quel comportement face à la communauté internationale, par exemple, par rapport à la situation de l'Est de la République? La communauté internationale, sur le plan international, ne défend jamais ou n'interdit jamais la légitime défense. Aucun pays à un moment ne peut interdire à l'RDC de se battre parce qu'on a violé sa frontière. Mais c'est à nous de jouer pour avoir les faveurs des autres. C'est à nous de jouer. Et on joue en fonction de quoi? De ce que nous avons comme déterminant géopolitique. La diplomatie, c'est quoi? La diplomatie, sur le plan géopolitique, la diplomatie rassemble tous les atouts qui a un État pour le faire, une capacité pour jouer sur le plan international. Voilà. Nous avons des matières stratégiques. S'il faut comparer, on voit la situation entre la Russie et l'Ukraine, toute l'Europe est en ébullition, voire même l'Asie et les États-Unis. Mais pourquoi la situation de la RDC ne semble pas préoccuper au plus haut point les restes que des pays de l'Afrique? Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit, j'ai dit, nous devons... Le pays ne fût qu'africain. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, nous étions, comment l'Union africaine nous conseille seulement de trouver une solution par aller de telle sous-région, toutes ces régions, mais il faut que l'Union africaine condamne ouvertement et qualifie le Rwanda d'agresseur. Mais ne le dit pas. Pourquoi à la SADC on ne le dit pas? Pourquoi à l'Est, État de l'Est, on ne le dit pas? On dit tout simplement de négocier. Non, c'est ça, il y a une petite faiblesse, ces côtés-là. Les comportements du Mali par rapport aux réalités de la RDC, oui, non, mais non. Vous inspire quoi? Oui, non, bon, c'est contentieux. Le Mali avec son ancienne métropole, soit comme ça la France, il y a toujours un contentieux depuis très longtemps. Mais ça suppose que à tout moment, ça dépendra, tout ça, ce que j'ai dit, ça dépendra des spécialistes, des experts civils, tant militaires et des consultants autour d'une table dans un laboratoire pour voir quelles options. Les pays colonisateurs de la RDC ne prêtent pas main forte directement à la RDC. Et pourquoi? Mais c'est pourquoi j'ai dit, madame. Bunagana est toujours là. Déjà est sous contrôle. Oui, c'est pourquoi j'ai dit il faut d'abord compter sur les propres forces. D'abord, nous-mêmes. Première chose. Deuxième chose, il faut utiliser, comme on dit, les réseaux diplomatiques avant qu'on arrive à la rupture. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à la guerre totale. Parce que la guerre totale, ça toujours se suppose que les présidents de la République, constitutionnellement, doivent appeler avec le gouvernement, l'Assemblée nationale, pour dire que nous sommes en guerre contre cet État. Et vous allez voir comment tout le monde va se mobiliser parce que la guerre totale, effectivement, le chef d'État a une chance que tous les Congolais, quelles que soient des considérations politiques, se mettent toujours derrière les forces armées et derrière le chef d'État. Vous avez vu qu'à Goma, à Bukavu, n'importe où, les gens voulaient traverser la frontière. C'est une dissuasion civile très importante. Mais il faut savoir maintenant capitaliser cette dissuasion civile. Il faut maintenant savoir canaliser et à quel moment. Et là, ça dépend maintenant de la capacité des gens qui sont autour des chefs de l'État, parce qu'il y a des conseillers en charge de défense, conseillers en charge diplomatique, et ces gens-là, il doivent travailler. Il y a des ministères. Voilà. Donc, mais il faut toujours ce côté-là, j'insiste et je reprends toujours qu'il faut qu'il y ait la jonction entre la science et la politique. C'est là où je propose comité scientifique de défense pour examiner avec les gens qui font des recherches pour nous autres, et les militaires qui sont là pour voir... Mais comment vous trouvez la politique diplomatique ou extérieure de la RDC depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir? En principe, quand j'ai une conférence que j'ai tenue à l'UNICIL, mais il y a quand même de bonnes choses, parce qu'il y a aussi des choses qu'il faut les faire. Moi, je pense, comme je l'ai dit, et il y a des choses qu'il faut déjà dépasser parce que par rapport à l'évolution des situations internationales, par l'évolution des situations sociales, composition, reposition des géopolitiques, de quitter un peu la diplomatie institutionnelle, on le fait, mais il faut utiliser d'autres diplomaties très très importantes qui font des recherches qui sont maintenant en réalité ou en fonction des relations actuelles. Deuxième chose, nous avons fait que quand même il a été, il prenait la diplomatie de développement, c'est-à-dire qu'on a vu plusieurs fois, bien que ce n'est pas encore très concret,
où le chef de l'État est parti faire une diplomatie d'échiquier, comme nous parlons, diplomatie de deuxième génération, c'est-à-dire chercher des marchés ou faire la coopération pour avoir d'autres accords très importants. Et nous attendons que cela donne au moins des fruits. Mais il y a toujours un peu des ratés dans ce que je vous dis. Aujourd'hui, à Luanda, nous avons les gens qui sont... Ça va donner des fruits, vous pensez, alors qu'il est presque fin mandat? Non, on n'est pas encore fin mandat. Tu sais que ça dépend toujours de son entourage. On peut tout simplement, même dans un an, on peut faire de bonnes choses. Hein. Dans un an, on peut faire de bonnes choses. Comme vous avez dit pour l'université, si on nous met dans de bonnes conditions, vous allez voir peut-être les étudiants, ils seront peut-être des excellents ou des choses comme ça, mais pour l'instant, nous pensons que même dans un an, on peut faire beaucoup de bonnes choses. Mais je pense, sous 100%, diplomatiquement, le président Alpha a fait quand même on peut dire dans les 75% de bonnes choses. Il ne faut pas quand même dire n'importe quoi, mais il y a quand même de bonnes choses. Hein. On ne peut pas voir, il y a quand même certaines coopérations, il y a quand même des accords qui sont signés, il y a quand même des choses qu'on a dénoncées sur le plan. On a vu que non, quand même, bien que toujours, ça pose toujours problème de comment on peut vendre les pays. Comme j'ai dit, il faut un soft power très important. Nous devons avoir une diplomatie de soft power, c'est-à-dire savoir comment nous pouvons, ce que nous avons par exemple sur l'environnement, comment on peut pas vendre dans le sens, c'est-à-dire gagnant-gagnant, notre pays qui a une quand même forte diversité, biodiversité, et que cela quand même nous amène beaucoup de choses, alors que parfois on voit des petits pays comme le Gabon, ils ont plus d'argent que nous. Ce sont tant de choses qu'il faut toujours revenir aussi sur les animateurs. Les chefs, c'est un président qui n'est pas magicien, il donne des grandes orientations, mais toujours ça dépend des techniciens qu'on appelle des ministres, qu'on appelle DG. Là, je vous pose la question de comment trouvez-vous la gestion du gouvernement Sama Lokonde après plus d'une année au sein de l'exécutif national? Bon, en tout cas, c'est toujours... C'était donc un bilan mitigé, mais... Il y a des défis à relever. Il y a des défis à relever, effectivement, mais il y a quand même des bonnes choses qui sont là jusqu'à présent, et ce n'est pas un défi à relever. L'Est est occupé. Ça, c'est le gouvernement, ce n'est pas le président seulement. Ça dit que, vous voyez, parce que la diplomatie, il y a trois institutions, affaires étrangères, le gouvernement et le chef de l'État. Donc, du côté, ce n'est pas, on voit que le président, mais il faut que le gouvernement aussi fasse un effort de ce côté-là. Il y a une petite faiblesse parce que notre pays est encore occupé. Mais il doit y avoir des réalisations quand même à mettre en actif pour ces gouvernements. Si oui, quelles sont ces réalisations? Oui, bon, nous avons vu, par exemple, il y a quand même, bien qu'il y ait des petits problèmes, gratuité de l'enseignement, il faut le dire. C'est quand même quelque chose. Moi, je suis parti, j'ai vu quand même du côté des infrastructures. L'éducation. L'éducation, ça n'a pas de problème quand même, on commence par quelque chose. Bon, les sociales, j'ai vu que c'est que nous avons toujours défendu des musées Laurent Désiré Kabila, des services nationaux, et les présidents mis les paquets. Nous avons quand même des jeunes gens qui étaient des délinquants, qui étaient des Koulouna, mais on voit maintenant ces jeunes gens, ils ont plusieurs métiers dans leur compte. C'est tout un élément. J'ai vu, à moins que ça se passe une autre chose, j'ai vu qu'il y a quand même la farine des services nationaux. Et j'ai vu aussi que prochainement, nous avons vu que à l'université, nous avons vu quand même, on a réhabilité l'habitation des étudiants qui jusqu'à présent ne sont pas, mais quand même quelque chose. Nous avons vu, bien que ce sont des choses ponctuelles, nous avons vu quand même, j'ai vu quand même les officiers militaires, ils ont eu quand même d'autres nouvelles maisons. Et puis ensuite, il y a aussi... Il y a des sérieux problèmes. Non, je termine. Il y a aussi ce que nous avons toujours défendu, bien que maintenant ça arrête un peu, mais nous avons au début, c'était par exemple la corruption. Il y a quand même, maintenant, il y a quand même cette lutte que nous avons toujours dit qu'il faut continuer la lutte contre la corruption, l'impunité. Ça va quand même plus ou moins par rapport à d'autres régimes. Par rapport à la corruption, vous me donnez quel exemple? Non, une situation qui a démontré que la lutte contre la corruption gagne du terrain en RDC. Non, mais regardez un peu, même sous les entrées des recettes financières. Nous avons vu que dans les traitants, on ne peut pas citer des régimes, il y a eu beaucoup de douanes privées, dans des ports privés. Mais actuellement, il y a la canalisation des recettes et ça fait quand même du mouvement. C'est aussi un événement très important au niveau de ça. On a vu quand même, il y a, comme dans l'époque des musées, et aujourd'hui, il y a quand même, on interpelle même certaines personnes pour juger s'il y a des soupçons. Professeur, moi je ne peux pas venir. Il y a quand même des réalisations beaucoup plus importantes qui souffrent jusqu'à maintenant. Le fleuve Congo traverse toutes les provinces de la RDC, excepté les Kassai. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de l'eau potable dans les coins et recoins
ne fût-ce que de Kinshasa, la capitale, et le reste de province. Mais moi, je crois le courant électrique, même. Oui, c'est-à-dire que les faits sociaux, c'est-à-dire que des sociétés, c'est très important. Mais je pense que il y a quand même des choses qui sont en train de se faire. J'ai vu, par exemple, du côté de Massina, j'ai vu quand même il y a la grande Apasse là-bas, très terre jaune. J'ai vu qu'il y a quand même une route. Avant, ça ne va pas. Mais le problème de l'eau, c'est toujours la gestion des techniciens. Parce que, vous savez, un président ne peut pas faire seul. Les gens qu'on met, c'est pourquoi dans l'époque ancienne de l'agriculture aussi, on n'a pas une agriculture de compétition. Non, mais tout ça, moi j'étais conseiller, nous sommes partis plusieurs fois à la SADC, comme ça, pour l'histoire de signer les accords de libre-échange. On n'a pas signé parce qu'il fallait certaines conditions, il fallait... Vous avez parlé des bateaux de pêche, nous oui, mais ça... C'est que je disais que... Ce sont des besoins élémentaires. Oui, élémentaires, mais il faut les techniciens. Moi, j'ai vu les techniciens et je ne peux pas parler pas mal d'autres régimes. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de priorités dans notre pays. Il faut voir aussi que les pays étaient profonds. C'était très, très difficile à relever tout à la fois. Mais, ce n'est pas une excuse, mais... D'un coup, c'est pourquoi est-ce qu'il faut parler de... C'est pourquoi on parle à d'autres mesures, parce que les mandats de 5 ans, est-ce qu'on peut relever tout ce que nous avons vu comme des actes à 5 ans? C'est ça un grand problème, honnêtement. C'est-à-dire qu'il faut voir, c'est-à-dire que si je trouve votre maison, c'était quand même à moitié arrangée, je peux remonter, mais si je trouve que c'était totalement par terre, il faut me donner un petit temps pour au moins arranger, mais il y a certaines choses que je veux commencer. Ici, vous voyez, madame, tout sur dans notre pays, quelle est la priorité? C'est là le problème des experts. Où commencer? Où? Les routes, si on commence les routes, l'électricité, l'eau, ça pose des problèmes. L'enseignement, ça pose des problèmes. Logement, parce que nous avons pensé que donc, avec le temps, nous pouvons avoir des logements sociaux. C'est-à-dire que les gens, les fonctionnaires, les gens qui n'ont pas de moyens. On ne peut pas lancer toutes les opérations simultanément? Ah non, mais il faut maintenant, c'est ce que je dis, tout ça, ça dépend du plan stratégique de planification. On évalue, on planifie et on regarde avec les moyens qu'on a. C'est pourquoi la première chose, maintenant, c'est la faisabilité avec ce que je disais. Surtout que les caisses de l'État sont renflouées par les régies financières, comme vous l'avez signifié tantôt. Oui, mais maintenant, il faut planifier. Ce n'est pas l'argent qui manque. Non, c'est pourquoi j'ai dit maintenant, il faut planifier par rapport aux secteurs vitaux de la vie. Parce qu'avant, c'est ça que ça dit qu'avant, l'argent était un peu éparpillé. Mais maintenant, il y a l'argent. Mais maintenant, ça dépend maintenant du gouvernement ou du Premier ministre de voir qu'est-ce qu'on fait de cet argent, où est-ce qu'on peut faire tout de suite et ça fait un impact. Vous voyez ça? C'est ça le grand problème, ça fait un impact. Le message est passé. Oui, professeur, merci pour cette précision. Est-ce que, en tant que professeur d'université, professeur Omeonga, et connaissant la réalité de la classe politique, comprenez-vous les nouvelles postures aux prises de position de deux politiques, Jean-Marc Aboun et Franck Diongo, vis-à-vis du pouvoir? C'est un peu désolant, et vraiment, mais... Je ne sais pas comment on dit, est-ce que le Congo est dans... Tu vois, la classe politique ici, c'est la classe politique du ventre, hein, ce qu'on dit, la partie du ventre. C'est vrai qu'on ne peut pas aussi changer quand ça ne va pas, mais il faut voir pourquoi vous changez et quand vous changez et pourquoi vous avez accepté de les soutenir avant et que maintenant vous ne les soutenez plus. Parce qu'il y a des gens, par exemple, parmi les gens que vous avez cités, c'est par... Jean-Marc Aboun, c'est parce qu'il y a eu des problèmes. S'il n'a pas eu de problèmes, est-ce qu'il allait dénoncer ce qu'il avait construit lui-même? Parce que l'arbre qu'il est assis, est-ce qu'il peut dénoncer ça maintenant? Et puis, politiquement, je crois qu'il a mal été entouré, ou les gens qui l'ont fait des discours politiques, parce qu'on ne peut pas créer un parti politique en fonction d'un autre parti politique, lui ou d'une autre personne. Il devait créer son parti politique et donner des options fondamentales, comment il compte changer par rapport à Tshisekedi. Mais il ne faut pas mener tout un combat directement frontal, individuel. Pour Jean-Marc Aboun, des sanctions sont déjà prévues par les règlements intérieurs et la Constitution lui seront infligées. Donc je disais, des sanctions les sanctions prévues par les règlements intérieurs et constitutionnels lui seront infligées.
Oui, mais ce que j'ai vu aussi, j'ai vu que le Parlement a quand même actionné une action disciplinaire, bon, en étant des députés, mais ça, ce n'est pas... Bon, il y a des maladresses politiques, mais moi, je voulais dire tout simplement, même par ça, il devait s'attendre à ça, parce que lui, ce n'est pas un inconnu par rapport à l'UDPS. Ce n'est pas un inconnu par rapport à l'UDPS. Avant qu'il crée son parti, qu'est-ce qu'il faisait à l'UDPS? Qu'est-ce qu'il a fait à l'UDPS? Mais bien que sanctionné par l'UDPS, il devait quand même continuer à garder son mandat parlementaire. Oui, mais maintenant, c'est l'élection de disposition. Est-ce que, comme quelqu'un crée un parti politique, faut-il le sanctionner parce qu'il a eu le mandat de l'UDPS? Maintenant, ça reste maintenant à avoir les règlements intérieurs. Que dit les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale? Est-ce que quelqu'un qui avait un mandat d'un parti politique et puis crée un autre parti politique, contrairement à ce qui a été prévu donc, doit rendre le siège à défaut? Bon, ce que j'ai dit, il faut voir comment sont les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui était dans l'UDPS. Cette question est sous examen. Voilà, sous examen. Il faut maintenant voir si, en étant élu dans la bête de l'UDPS, maintenant, il déteste l'UDPS et qu'un autre parti politique, faut-il toujours maintenir les mandats de l'UDPS? Est-ce que le mandat est individuel ou c'est le mandat s'il l'a eu parce qu'il a parlé de l'UDPS? Tout ça, je pense que dans son discours politique, dans ses actions, il devait avoir des spécialistes qui devaient lui orienter, dire que bon, vous allez faire ça, et c'est bon, et c'est pas ce qui manque toujours dans les partis politiques. C'est des spécialistes pour dire que non, sur le plan politique, vous devez faire ça. Sur le plan juridique, vous devez faire ça. Là, il a fait par haine, par exemple, ou par vengeance. Professeur Omeonga, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour assainir la classe politique en RDC? Oui, mais il faut revenir sur la rationalité. Vous savez, il faut revenir sur la rationalité, je voulais dire quoi? Ce n'est pas... Est-ce qu'il faut-il toujours continuer avec des postes par rapport aux partis politiques? C'est-à-dire que pour qu'on forme un gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de chercher des experts liés à la matière? Il faut nommer par exemple les gouverneurs en lieu et place de laisser les députés provinciaux. C'est-à-dire que nommer un gouverneur, qu'on voit qu'il a un profil à le nommer. Voilà. On ne peut pas nommer un gouverneur parce qu'il vient du PPRD, il vient de l'UDP. Non. C'est ça le grand problème. J'ai vu dans les passés, on a nommé par exemple le vice-ministre, quelqu'un comme ce qui vient de l'hydrocarbure et puis après ça pose des problèmes. C'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas moyen, comme vous m'avez demandé la question, je crois qu'à un moment donné, quand j'étais jeune, on pensait que le service de sécurité, dans le service de renseignement, faisait un fichier pour voir le profil de quelqu'un. Avant de nommer ministre, donner une poste de responsabilité, et une responsabilité technique. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Environnement, le ministre des Affaires intérieures, le ministre de l'Infrastructure, le monsieur là, est-ce qu'il a le profil de faire ça et amener un résultat? Est-ce qu'il vient apprendre sur place ou il faut l'entourer de conseillers? Parce que même si on est entouré de conseillers, il faut lire que non, un conseiller m'a fait ça, une autre technique, est-ce que là je vais ajouter ça? Mais il y a toujours des considérations politiques qui anéantissent parfois, comme vous m'avez demandé, l'assainissement de la classe politique. Donc nous devons sortir des chemins battus pour y rénover, voir. Même dans les partis politiques, il y a même des gens qui ont des profils bons, mais qui ne sont pas nommés ministres parce qu'ils n'avaient pas de soutien. Et ça, c'est à dénoncer et à revoir dans les prochains gouvernements. Voilà, l'assainissement, la rationalité. On peut continuer aujourd'hui à faire confiance ou à croire à l'existence du service des renseignements par rapport à ces régimes? Bon, moi j'ai déjà beaucoup d'amis là-bas, mais je pense que le service des renseignements, comme je vous ai dit, il doit faire ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne peut pas être ministre sans qu'on donne un fichier, savoir qui on nomme le ministre. Est-ce qu'il a un casier judiciaire? Il a fait quoi? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Est-ce qu'il a la tête de la sécurité? Deuxième chose... Parce que François Béat, par exemple, qui y a travaillé à l'époque longtemps, il est interpellé, il croupit au CPRK. D'aucuns pensent qu'on l'a arrêté injustement, il est innocent et tout. Comment est-ce que quelqu'un sans armes, sans une armée, peut prétendre organiser un coup d'État? Non, moi, sans toutefois entrer dans le dossier du judiciaire, moi je peux pas, je pense que la justice est en fait de faire son travail, le coup d'ordre militaire. Mais l'argument que vous donnez, ce n'est pas ça que quelqu'un sans armes. Le coup d'État, on le peut préparer même sans armes. Hein. On peut ça comme ça. Si vous prenez des contacts
qui ne sont pas correctes par rapport à votre service. Qu'est-ce que justifie le fait que son procès traîne les pieds? Ça, je ne sais pas. Ça dit que vous ça dit que pour condamner quelqu'un, et c'est là où nous pouvons peut-être ça changer un peu. Il faut réunir tous les éléments. Il faut réunir tous les éléments. C'est-à-dire sur le plan juridique, sur le plan sécuritaire, parce qu'on dit que non, c'est la tête à la sécurité. Il faut donc amener des éléments palpables qui montrent que les messieurs a eu des liens avec tel, pour au moins porter atteinte à la sécurité nationale. Il faut que ça soit non conforme à la loi, non conforme à sa profession. Et c'est là qu'il faut prendre tout le temps pour au moins juger et voir ce qui est mauvais, c'est quand même le faire traîner sans qu'il y ait selon la population, les procès des acteurs politiques, des hommes politiques en RDC, leur verdict déçoivent la population toujours. Ah, ça, vous avez fait une enquête pour dire que c'est la population? Je ne crois pas, parce que là, il y a des controverses. Vous voyez ça? Il y a des gens qui disent que non, tel il était là-bas, il a eu des contacts avec tel président, il a eu des contacts avec tel agent à l'extérieur, il a fait ça, il faut arrêter son conseil parce qu'on a récolté les voies de communication, on a scripté ça et on a vu que dans les communications qu'il a eu avec tel, ce sont des rumeurs de réseau. Voilà. Mais moi, je ne peux pas entrer dans, comme vous dites, que la population estime que non, ce n'est pas procès politique. Mais vous savez, parce que les procès politiques, ça traîne. Pourquoi? Parce qu'il faut faire très bien pour ne pas voir que non, on l'a jugé, on l'a condamné pour l'écarter dans la procès politique. C'est très important aussi. Voilà. Il faut amener des éléments. Quand vous avez les procès camérés, tout le monde disait que non, c'est pour l'écarter dans... C'est pour l'écarter. Voilà, professeur, nous avançons lentement mais sûrement vers la chute des élections, de cette émission. Les élections au pays auront-elles lieu ou pas? Bon, je pense que nous faisons confiance au président de la République. Il a dit qu'il va organiser des élections. Il y a un président de la CENI, il y a maintenant la loi électorale est promulguée. Et comment faire pour un consensus général pour la bonne tenue de ces élections? Non, je pense que le consensus général sur les considérations politiques avec la guerre politique, c'est difficile. Et nous avons l'expérience qu'il n'y a jamais eu ça, même dans les années antérieures. Mais ce qu'il faut faire, c'est être vigilant et donner confiance au président de la République qu'il y ait des élections et tout le monde soit prudent pour qu'il n'y ait pas de ratés. Bon, pour l'instant... Mais sûrement, vous, personnellement, vous avez déjà eu à parcourir la loi électorale, votée au Parlement et promulguée par le président de la République. Quels en sont le point fort et les points faibles? Parce que nous sommes à la fin. Oui, je pense que pour la loi électorale, je crois qu'on a vu pour la composition, il y a eu des femmes, il y a eu de la société civile, il y a eu les religieux, il y a eu les partis politiques et l'opposition est là-dedans. Je crois que c'est ça. D'abord, ils sont 15, mais tout le monde est représenté là-bas. Deuxième chose, on parle des problèmes qu'il y aura proclamation des résultats bureau par bureau. Et troisième chose, on parle des seuils de 30%. Et que je crois que, mais vous savez, dans la loi électorale, il y a toujours des contestations et des controverses. Ce qui est important que tout le monde soit vigilant pour voir s'il y aura des élections, l'essentiel. Bon. C'était un plaisir énorme d'échanger avec vous, professeur Omeonga. En guise de message particulier, et ça sera un message précédé par une petite question. Vous avez 2 secondes pour répondre à ça. L'enseignement supérieur, de plus en plus, les niveaux de notre système éducatif volent trop bas et connaît une baisse de niveaux. Quelles sont les réformes essentielles à faire pour relever les niveaux? Et quel est le message particulier pour clore? Oui, réforme, ce n'est pas seulement l'université. L'enseignement ou l'éducation, ce n'est pas l'université. Tout commence par le maternel, le primaire, le secondaire. Parce que nous, chez nous, à l'université, on n'apprend pas quelqu'un à écrire au français, mais c'est à l'école secondaire qu'on doit apprendre. Chez nous, on forme des chercheurs, on forme des chercheurs pour concevoir les choses. Mais on ne forme pas pour écrire le français, pour dire qu'effectivement, c'est les conditions, il faut qu'on mette tout le monde dans les conditions normales, sociales, très bien, pour qu'on essaie d'avoir l'amour. Mais nous le faisons parce que c'est notre pays et c'est nous formons des